Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission des éphémérides du ciel. Ce mois de novembre 2024 nous réserve encore une fois de beaux spectacles célestes, à commencer par l'opposition de la planète Uranus qui aura lieu le 17. Ce même jour, nous aurons également l'occasion d'observer le pic d'activité de la pluie des météores des Léonides. Le 19 novembre, le brillant éclat de Vénus viendra enjoliver l'amas M22 dans la constellation du Sagittaire. Et enfin, le 21, la lune gibbeuse flirtera avec la planète Mars pour un moment saisissant. Et ce mois-ci, eh bien, je me retrouve en compagnie de Pascal et de Mathieu, donc nos deux astronomes amateurs du 49. Mais nous aurons aussi l'occasion d'écouter Robin en différé pour l'un de ces événements. Sans plus tarder, eh bien, je vous propose de commencer par ce premier événement qui a lieu le 17 novembre. Et il s'agit de l'opposition d'Uranus. Et donc, c'est Mathieu qui va nous donner des détails sur son observation. Oui, pour commencer. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient d'entrer dans la constellation du Taureau, après avoir navigué dans le Bélier pendant environ 6 années. Alors elle se trouve encore un peu à la frontière entre les deux constellations actuellement, bien sûr, quelque part en fait à mi-chemin entre les étoiles lumineuses que sont Aldébaran du Taureau et, et à Amal du Bélier, même coiffé pour l'occasion du sublime amas des Pléiades. Alors, un avantage à son observation est qu'elle caracole très haut dans le ciel sous nos latitudes, pas moins de 61 degrés d'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'Uranus lorsqu'on l'observe? Eh bien, et surtout, comment est-ce qu'on peut l'observer? Eh bien, une simple paire de jumelles peut suffire pour repérer le petit point brillant qu'est Uranus. Alors, ceci dit, une paire de jumelles, ce sera un instrument un petit peu faible, malheureusement, pour pouvoir observer Uranus d'une autre manière qu'un simple point brillant. Donc, on la confondra peut-être assez facilement. En tout cas, elle gardera un aspect très similaire aux étoiles environnantes. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'Uranus ressemble à autre chose qu'une toute petite étoile de faible luminosité? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il s'agit d'avoir un instrument de grande ouverture. Alors, notamment à partir de 80 mm d'ouverture, donc si vous avez une petite lunette achromatique ou apochromatique de 80 mm d'ouverture, eh bien, vous pourrez commencer à distinguer le disque apparent de la planète Uranus et ce sera le juge de paix en fait qui vous permettra eh bien, de percevoir Uranus autrement qu'une étoile lambda. Donc, de quelle couleur? Elle sera d'apparence bleu-vert. Il n'y aura pas vraiment de détails à observer à sa surface. Elle reste uniforme, très blafarde d'apparence. Pour une simple raison, en fait, c'est que son diamètre apparent sera excessivement petit. Vous observerez en fait une tête d'épingle sur le ciel étoilé, à peine plus gros que le disque d'Erie d'une étoile de même magnitude. Et puis avec un télescope un petit peu plus, enfin avec une ouverture un peu plus importante, un télescope de 150 ou de 100 mm d'ouverture, eh bien là vous pourrez, en grossissant un petit peu plus, voir un point toujours un peu plus gros, mais qui restera très petit, très sombre sur le fond du ciel. Là encore, toujours sans détail de surface apparente. Ok, alors voilà donc pour les observations, donc ce qu'on pouvait dire sur les observations de la planète. Alors c'est vrai que en professionnel, on peut aussi distinguer ces anneaux. Est-ce que quand on se met au niveau donc des amateurs, en amateur, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose pour l'observation des anneaux? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, Uranus possède le deuxième système d'anneaux le plus brillant, juste après celui de Saturne. Donc effectivement, la question mérite l'attention. En fait, la- le défi à relever va être quand même assez élevé, hein. Vous vous doutez bien que en tant qu'amateur, surtout si vous êtes novice,
distinguer les anneaux d'Uranus, c'est mission absolument impossible. Et je dirais qu'en observation visuelle, c'est également mission impossible. En fait, il faut se tourner plutôt vers la photographie, vers l'astrophotographie en l'occurrence, avoir une caméra dédiée pour ce genre d'exercice. Et puis surtout, ce qui va être important, c'est d'avoir un très gros instrument. Évidemment, vous doutez une petite lunette, pardon, de 150, enfin de 80 mm, ou un petit télescope de 150 mm d'ouverture va être beaucoup trop faible pour ce genre d'exercice. Alors, à ma connaissance, les anneaux d'Uranus ont été observés à plusieurs reprises par des amateurs, enfin plus exactement par des équipes d'amateurs. Ça ne s'est pas fait par des amateurs individuels, bien souvent, mais, et j'accentue sur le mais, avec un équipement bien souvent professionnel. Ça a été le cas notamment, alors je crois en 2007 ou 2008, avec un télescope donc de la banlieue de Munich en Allemagne, un télescope de 80 cm d'ouverture où les anneaux d'Uranus ont pu être détectés par une équipe d'amateurs en fait. Et puis plus proche de nous, il y a encore quelques années seulement, eh bien une autre équipe d'amateurs avec plus ou moins quand même les mêmes individus, eh bien, ont réussi, là encore, l'exploit de détecter les anneaux d'Uranus avec cette fois-ci le fameux télescope du pic du Midi, qui fait tout de même 1 mètre d'envergure. C'est plus vraiment du matériel d'amateur, même si effectivement la manipulation est une manipulation d'amateur. Donc voilà, c'est atteignable, oui, avec de l'équipement, on va dire semi-professionnel. Et puis, une autre chose également à souligner, c'est qu'il faut atténuer la luminosité du disque d'Uranus qui est quand même très brillant. Les anneaux d'Uranus sont excessivement sombres, sont en plus de ça concentrés très proche de la planète. Donc, pour ce faire, eh bien, il n'y a pas 36 solutions que d'aller voir dans les infrarouges. Peut-être même dans la bande du méthane. Alors, la bande du méthane, dans le cas d'Uranus, est une bande assez large, hein. On n'est pas sur les 20 nanomètres de la bande du méthane de Jupiter ou même Saturne. Uranus possédant beaucoup plus de méthane que Jupiter et Saturne voit sa raie du méthane, sa raie spectrale du méthane énormément élargie. Donc voilà, on est certes sur un spectre qui est un petit peu plus large, mais il faut quand même aller fouiner dans la bande du méthane pour une raison très simple. En fait, c'est le but de la manipulation, assombrir le disque de la planète Uranus qui est très brillant pour avoir un maximum d'exposition sur les anneaux d'Uranus. Et encore, c'est pas garanti, tout va dépendre des conditions, évidemment. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler aussi des lunes de la planète Uranus? Est-ce que c'est possible de les observer? Oui, alors elle en a 5 principales, mais elle en a en tout une trentaine de petits satellites qui naviguent autour de la planète. Alors 5 principales, 5 gros, 5 lunes donc qu'il est susceptible de pouvoir apercevoir avec un équipement amateur. Alors, ceci dit, là encore, ces 5 lunes d'Uranus, donc qui sont Titania, Oberon, Ariel, Imbriel, et la plus petite des 5, Miranda. Ensuite, toutes les autres sont beaucoup plus petites que ces 5-là, donc on ne pourra malheureusement pas voir avec un équipement amateur en tous les cas. Ces 5-là sont accessibles, mais sont de magnitude entre 14 et 16. C'est très faible. Donc vous vous doutez bien qu'il va falloir du gros matériel. Et à cette magnitude-là, il vaut mieux avoir un instrument d'au moins 250, probablement même au moins 300 mm d'ouverture pour pouvoir les observer visuellement. Mais la photo permet d'aller plus loin, évidemment. Alors, en photo, si vous avez une petite caméra planétaire, alors là, vous n'êtes plus obligé d'avoir un instrument aussi gros. Un instrument plus petit, moi, je sais qu'avec mon 150 mm, j'ai réussi à choper au moins 3, 4 des 5 plus gros satellites d'Uranus.
Voilà, donc tout simplement parce qu'en fait, une caméra astro a plus de sensibilité et puis, alors moins de dynamique, certes, mais plus de sensibilité, ce qui va faire en fait que lorsque vous allez passer vos captures, vos vidéos de capture dans un logiciel de traitement, eh bien, vous allez faire un premier traitement sur la planète elle-même, et puis ensuite sur tout ce qui va être extérieur à la planète, pour pouvoir exposer cette partie qui est plus sombre. Et là, vous allez dévoiler les lunes d'Uranus qui vont monter progressivement, le signal va augmenter, et puis vous allez voir les 3, 4, 5, peut-être, pourquoi pas. Miranda est quand même assez difficile, même avec un gros instrument, c'est la plus petite, et puis en même temps, c'est la plus proche des 5 de la planète Uranus. Donc, voilà. Mais c'est un défi à relever malgré tout, aussi bien en observation qu'en imagerie planétaire. Voilà, et bien merci Mathieu pour tous ces conseils d'observation pour cette planète Uranus qui, on le rappelle, donc sera à l'opposition en ce mois de novembre. Maintenant, nous passons à ce deuxième événement qui a lieu aussi le 17. Il s'agit du pic d'activité des météores Léonides. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quelles seront les conditions d'observation? Eh bien, Pascal, je te laisse la parole pour nous donner quelques détails. Donc effectivement, je vous propose en ce mois de novembre d'avoir la tête dans les étoiles. Effectivement, euh, cette pluie de météorites, elle est régulière en fait chaque novembre. Chaque novembre, nous pouvons assister donc à une pluie qui peut être extrêmement variable, comme on va le voir d'ailleurs au niveau du nombre de ces objets, en fait, hein, de ces météores. Alors, en fait, les léonides sont aussi appelés delta léonides. Comme je viens de le dire, on la voit spécifiquement en novembre et son radian est situé dans la constellation du Lion. Alors, en réalité, elle est active enfin, elle sera active depuis le 6 novembre jusque le 30, hein, donc jusqu'à la fin du mois de novembre, avec un pic d'activité plus importante, donc comme tu l'as dit Nathan, le 17. La vitesse de ces météores est intéressante puisqu'on parle de 71 km secondes, ce qui en fait une pluie des plus rapides, ce qui en fait préfigure aussi un beau spectacle. Parce que, en général, quand les météores sont extrêmement rapides, eh bien, elles laissent un sillage bien lumineux, en fait, avec parfois un petit peu de fumée, même. Donc, c'est un spectacle vraiment très, très intéressant. Le taux horaire zénital, comme on l'a dit tout à l'heure, bien, est très variable. Pour cette année, elle est de 15 à 20 météores par heure, donc en moyenne. Comme la plupart des essaims météoritiques, eh bien, c'est en fait le passage de la Terre euh, dans la traînée laissée par une comète qui en fait va rendre ce spectacle possible. Alors, en l'occurrence, cette comète, eh bien, c'est la comète Tempel-Tuttle, du nom de ces deux découvreurs, et c'était en fait en 1865. Mais paraît-il qu'on l'aurait déjà observé 500 ans plus tôt. Alors comment l'observer? Eh bien en fait, la chose primordiale, c'est d'avoir une vue aussi large que possible. Pas la peine non plus bien de fixer le radian. On a dit que c'était la constellation du Lion. Mais ce n'est pas la peine du tout, hein, puisqu'on sait très bien que même si ces étoiles filantes vont provenir de cette région, eh bien, elles vont traverser finalement le ciel. Donc, plus on aura une vision large de l'horizon, plus on aura de chances, effectivement, d'en avoir quelques-unes. La meilleure façon de commencer ces observations,
eh bien, c'est peut-être de le faire avant que la Lune apparaisse, parce que voilà, le seul hic de cette observation, c'est que on va être en pleine Lune. Donc voilà, le ciel donc nocturne ne sera pas si nocturne que ça, et c'est ce qui peut gêner. Donc, ce que l'on vous conseille, eh bien, c'est à partir de 23h16, mais même avant, une heure avant que la Lune bien apparaisse sur l'horizon, eh bien, c'est déjà d'être attentif. Je vous disais que c'était une pluie extrêmement variable. Cette année, entre 15 et 20 météores par heure. Bien, savez-vous qu'en 1833, près de 100 000 météores par heure ont été recensés. C'était une véritable tempête de météores, ce qui a d'ailleurs inspiré énormément de scientifiques, en tout cas, donc à l'époque, de pouvoir s'attacher beaucoup plus, donc en fait, à ces événements-là. En l'occurrence, donc cette pluie de météores qui, voilà, qui sont les, les Léonides. Mm, c'est ça. Voilà donc. Juste, juste pour terminer, si vous avez du mal à les apercevoir, que ce soit à cause de la Lune, comme on l'a dit, ou parce que le taux horaire zénithal étant pas très, très important, peut-être que vous n'allez pas en voir beaucoup, je vous propose d'attendre une petite dizaine d'années, parce que là, il est prévu 400 météores par heure. Alors, nous sommes très loin des 100 000 de 1833, mais attendez une petite dizaine d'années, donc 9 ans exactement. Pareil, la même date, le 17 novembre, et vous aurez en fait 400 météores à voir par heure, si vous êtes patient. Voilà. Donc faire preuve de patience encore une petite dizaine d'années pour pouvoir profiter encore au mieux de cette pluie d'étoiles filantes. Mais vous pourrez déjà le faire bien sûr ce mois-ci en espérant que l'on ait un bon ciel. Merci Pascal pour ces informations sur sur ce pic d'activité, donc des Léonides. Maintenant, nous allons passer à cet événement qui a lieu le 19, puisque de passage dans le Sagittaire, le brillant éclat de Vénus vient enjoliver l'amas M22. Et là, eh bien, nous allons pouvoir écouter Robin en différé qui va nous donner quelques informations sur cet événement. La planète Vénus va se rapprocher de l'amas d'étoiles M22. Vénus, elle est appelée à tort l'étoile du berger. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là autour de vous. Et elle est appelée à tort étoile du berger parce que ce n'est pas une étoile. En réalité, il s'agit de la seconde planète du système solaire après Mercure. C'est ce qu'on appelle une des 4 planètes telluriques. Il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars parce qu'elles sont constituées d'un seul rocheux et non gazeux comme les autres planètes, les géantes gazeuses telles que Jupiter ou Saturne. Elle porte ce nom d'étoile du berger parce que d'une part elle est très brillante et elle est souvent visible à l'aube et au crépuscule lors de la nuit, le début de la nuit. Et dès l'Antiquité, justement, elle servait de repère fiable et facile à discerner pour les voyageurs et les bergers qui s'en servaient. Donc, même si aujourd'hui vous n'avez pas de mouton à guider, vous pourrez quand même observer Vénus et ça sera très facile à l'aube et au crépuscule lors de la nuit du 19 novembre. Vénus sera alors très éclatante à l'horizon sud-ouest et elle sera en quartier. Un petit peu de la même manière que la Lune, Vénus a des quartiers qui sont visibles. Tout ça, c'est lié à la position de Vénus par rapport à la Terre et sa position dans le système solaire. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, Vénus, elle sera très proche de l'amas M22, qui est un amas d'étoiles, qui lui aussi est assez visible au travers d'un télescope. Et donc, vous pourrez tenter, d'une part, de repérer Vénus à l'horizon ouest, sud-ouest, quelque chose qui sera assez facile à faire, et M22 sera vraiment à côté. Donc, si vous pointez votre télescope à proximité, vous devriez pouvoir voir l'amas d'étoiles M22. Donc, ça peut être vraiment une observation assez sympathique à faire. Voilà, le 19 novembre.
Et bien maintenant, nous passons donc à ce dernier événement qui a lieu le 21, et donc il s'agit de la Lune encore gibbeuse qui vient flirter avec Mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur cet événement, Pascal? Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait rêver hein, quand effectivement Mars est un peu dans la Lune, quand elle flirte, et effectivement, quand cette planète Mars flirte avec notre satellite. C'est toujours bien parce que n'oublions pas que Mars est considéré comme la sœur jumelle de la Terre. Et puis la Lune, bien, c'est notre satellite, hein. Alors effectivement, que dire de cette observation? Eh bien, déjà, elle se fera vers. Alors, si on veut en même temps voir la Lune et la planète rouge, hein, donc Mars, elle se fera vers 22h30. Donc, en ce 21 novembre, bien sûr, on va attendre que la Lune se lève sur l'horizon, direction nord-est à ce moment-là. La magnitude de Mars à ce moment-là sera de moins 0,34, donc elle sera visible. On rappelle que c'est une planète très visible avec son rose pâle, voire son rouge vif. On ne peut pas la rater dans le ciel nocturne, hein. Alors bien sûr, si vous voulez voir que Mars sans la Lune, eh bien prévoyez juste une heure avant, à partir de 21h20. La distance entre ces deux éléments eh bien, sera la distance topocentrique hein, de centre à centre sera égale à peu près à 1,8 degré, ce qui veut dire que avec une paire de jumelles, eh bien, vous pourrez voir les deux en même temps. Ça peut être intéressant, mais je suis sûr que notre ami Mathieu va peut-être nous dire ce que l'on peut trouver avec peut-être un peu plus qu'une paire de jumelles, et pourquoi pas Mhm. d'ailleurs avec une paire de jumelles, juste peut-être sur notre satellite. La Lune, donc. Oui, il y a beaucoup de choses à voir effectivement sur la Lune. Alors, la Lune sera gibbeuse à ce moment-là, hein, c'est ce que Pascal, tu disais à l'instant. Je regarde rapidement. Donc, en fait, le 17, la Lune sera gibbeuse décroissante. Donc, ce qui veut dire qu'on sera 2 jours exactement après la pleine Lune. Donc, qu'est-ce qu'il y a quelle formation, quel site géographique, enfin plutôt sélénographique, intéressant peut-on aller voir à ce moment-là? Mais il y a beaucoup de choses à voir sur la Lune, notamment eh bien, autour de la pleine lune. Alors, il y a des jeux d'ombre et de lumière. En fait, c'est surtout là-dessus que c'est surtout là que va se porter en fait l'intérêt de l'observation lunaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sur la Lune. La Lune est un astre plutôt mort géologiquement parlant, n'a pas non plus d'atmosphère, donc pas de nuages, pas de bandes nuageuses comme sur Mars ou sur Jupiter par exemple. Il n'y a pas non plus de volcan qui entre en éruption. En tout cas, ce n'est plus le cas, si toutefois, eh bien, cela a été le cas autrefois. Mais il y a des cratères. Il peut aussi y avoir des impacts qui se produisent de temps en temps. Alors, cela dit, il faut quand même une bonne instrumentation pour arriver à les voir. Ce sont des impacts qui aujourd'hui sont à la fois rares et à la fois tout petits. On n'est plus sur les grands impacts de l'époque eh bien, du grand bombardement tardif, hein, lorsque Neptune eh bien, a migré à l'intérieur du système solaire et a perturbé toute la petite foule de petits corps qui se trouvaient dans le nuage d'or, un petit peu au-delà de Neptune à ce moment-là, et les a précipités vers l'intérieur du système solaire. Donc on n'est plus à cette époque-là, on n'est plus à cette époque de la formation du système solaire, et donc les impacts sont plus petits. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur la Lune. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des cratères, il y a des rainures, il y a également des éjectats, des sites qui sont plus brillants que d'autres du fait de la nature du minerai, notamment, que l'on va y trouver. Alors, parmi les observations intéressantes, eh bien, on va avoir, par exemple, le grand cratère Tycho, le fameux cratère Tycho qui est peut-être le cratère le plus célèbre
de la Lune, puisqu'en fait, ce cratère-là n'est pas forcément le plus grand que l'on trouve sur la Lune, mais celui qui possède les éjectats les plus brillants et qui se dispersent sur un rayon extrêmement éloigné sur la Lune. Ces éjectats, en effet, vont jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres du cratère d'impact et la violence du choc fut telle, en tout cas on peut l'imaginer comme cela, que lorsque l'impacteur a touché la Lune à cet endroit, eh bien en fait, la croûte lunaire a littéralement fondu sur place. Et en fait, il s'est passé exactement le même phénomène que lorsque vous laissez tomber une petite goutte dans une casserole d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'eau est remontée au centre et une onde de choc s'est ensuite propagée tout autour de ce centre, justement. Alors, évidemment, cette onde de choc s'est figée dans la croûte lunaire, puisque cette croûte s'est très vite resolidifiée. Et c'est pour ça eh bien, que vous voyez cette espèce d'arène en fait, qui fait le tour du pic central du cratère Tycho Brahe. Et vous avez également la chaîne montagneuse des Alpes, hein, des Apennins, du Jura. Vous retrouvez des sites montagneux que nous connaissons très bien en France, qui sont aussi reportés sur la Lune. Voilà, beaucoup de choses que vous verrez au moment de cette phase gibbeuse décroissante de la Lune. Et oui, et je suis certain que lorsque nous verrons ce 21 novembre le rapprochement de Mars et de la Lune, bien certainement que nous repenserons à tout ce que tu viens de dire, Mathieu, et cela bien va donner une autre dimension, en fait, juste seulement que de voir deux points lumineux dans le ciel. Voilà, c'est ça exactement. Donc encore un bel événement que l'on va pouvoir essayer, enfin on va pouvoir tenter l'observation. En tout cas, on vous y invite et donc à en profiter. Et avant de clôturer notre émission, je vous propose, comme chaque mois, eh bien, de visionner une image du soleil que Mathieu a pu prendre. Et en l'occurrence, ce mois-ci, eh bien, avec un tout nouveau filtre de Chantilia, dont la bande passante est extrêmement étroite, puisqu'elle est de 5 angstroms, soit 0,5 nanomètres. Et sur cette photo, eh bien, on peut voir surtout les plages faculaires qui sont particulièrement boostées en termes de contraste. Et enfin, eh bien, cette image, cette merveilleuse image du ciel, euh, en date du 10 octobre, puisque 4 mois après les exceptionnelles aurores polaires du 10 mai dernier, l'astre du jour a remis le couvert suite à une éruption de classe X qui a généré une tempête géomagnétique de classe G4 ce 10 octobre, laissant réapparaître de belles draperies dans le ciel nocturne. Et c'est donc une image de Mathieu ayant saisi l'événement que je vous propose de visionner. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de novembre 2024. Nous vous remercions également eh bien, pour les avis que vous nous laissez en commentaire chaque mois. Et en tout cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager tout autour de vous. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.